L'invité politique de Gérard Leclerc sur Radio Classique et Paris Première. Florian Philippot, j'ai d'abord envie de vous demander, que devient Marine Le Pen? Où est-elle? Que fait-elle? On l'entend pas, on la voit pas? Vous l'avez vu récemment, non? Non, beaucoup. Elle travaille. Elle travaille. Elle n'est pas, prise dans les... volontairement de la distance? Elle travaille pour sa campagne présidentielle. Elle organise ses équipes. Elle organise son projet présidentiel de fond pour la France. C'est vrai que vous ne la voyez pas tous les matins dans une petite guéguerre digne des primaires, comme dans les autres partis. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose pour elle. C'est plutôt une bonne chose pour nos idées patriotes. Et voilà. Et vous la verrez beaucoup à partir... probablement de l'an prochain, parce que nous serons au cœur de la campagne présidentielle. Imaginez, absolument. Il paraît qu'elle a même interdit à Marion Maréchal Le Pen de participer à l'émission politique sur France 2. Non, je ne sais pas. Moi, je ne gère pas les agendas, encore une fois, des uns et des autres. Simplement, une campagne présidentielle, c'est une stratégie collective. Voilà. Donc, si celle qui définit cette stratégie, en l'occurrence, évidemment, la candidate à l'élection présidentielle, estime qu'on doit plutôt faire une annonce à tel ou tel moment, eh bien, c'est à elle d'en décider. Si Marine fait cette émission, je ne sais pas si elle la fera, ce sera de toute façon après qu'on connaîtra le résultat des primaires. Il vaut mieux connaître ses adversaires avant d'entrer véritablement dans la campagne. Alors, Nicolas Sarkozy en a fini avec le nini. Il a clairement dit que s'il y avait un duel au deuxième tour entre François Hollande et Marine Le Pen, ce serait pas de gaieté de cœur, il a dit. Mais il voterait François Hollande. Évidemment. Décidément, vous êtes infréquentable. Vous êtes. Mais non, mais si vous voulez, il leur renvoie l'appareil. Évidemment, le PS fait voter UMP, l'a fait aux dernières régionales encore. Nicolas Sarkozy votera pour François Hollande. Et puis, est-ce que c'est choquant sur le fond, du point de vue des idées, du point de vue idéologique? Nicolas Sarkozy, il développe toute une série de thèmes qui sont très proches des vôtres. Sur l'identité, sur l'immigration, sur la sécurité, sur le droit du sol. Ce qui prouve d'ailleurs que tout cela est insincère. Parce que si c'était sincère, alors il appellerait à voter pour Marine Le Pen au second tour. Ça prouve que c'est insincère. Il faut regarder Nicolas Sarkozy, il faut pas regarder ce qu'il dit en campagne. Il faut regarder ce qu'il fait quand il est au pouvoir. Et ce qu'il a fait quand il était président de la République est très conforme et très proche de ce que fait aujourd'hui François Hollande. C'est-à-dire poursuite de la politique de toujours plus d'Union européenne, toujours moins de frontières économiques, toujours moins de frontières financières, toujours moins de frontières migratoires, toujours plus d'immigration, toujours plus de laxisme. Je veux dire, l'ancêtre de la loi Taubira, c'était la loi Dati sous Nicolas Sarkozy. On peut multiplier comme ça les équivalences. Le mandat Sarkozy, le mandat Hollande se sont ressemblés comme deux gouttes d'eau, y compris dans le style. Je veux dire, le livre « Un président ne devrait pas dire ça », on aurait mis à la place du personnage principal Nicolas Sarkozy, ça n'aurait pas choqué. Ça n'aurait pas étonné. En même temps, regardez les propositions que Nicolas Sarkozy a fait sur des référendums, sur les fichiers S, sur l'immigration familiale, sur le nombre de parlementaires, sur le rétablissement du cumul. Ça va dans votre sens, non? C'est ce que vous demandez? Je ne sais pas s'il y a encore un Français qui croit à tout ce qui sort de la bouche de Nicolas Sarkozy en campagne. Il promet certes beaucoup de référendums, à peu près un nouveau toutes les 2 semaines, sauf que le malheur, quand il était au pouvoir, il est le président qui a fait 0 référendum national d'abord. Il a même un bilan négatif puisqu'il a annulé le résultat du référendum sur la Constitution européenne. Il a fait passer cette Constitution par le Parlement alors que les Français avaient dit non par référendum. Il a tout fait pour faire annuler un référendum en Grèce sur l'euro. C'est lui qui a supprimé le référendum obligatoire pour toute nouvelle adhésion à l'Union européenne. Alors que c'était écrit dans notre Constitution, il fallait un référendum obligatoire. Il a supprimé l'obligation de référendum, ce qui fait qu'aujourd'hui, si la Turquie demain, par malheur, devait entrer dans l'Union européenne, il n'y aurait pas forcément de référendum en France. Je veux dire, ça, c'est le bilan de Nicolas Sarkozy. Le reste, ce sont des mots. Vous savez, les mots. Chez lui, ils s'envolent, ils disparaissent aussi vite qu'ils ont été prononcés. Entre les différents candidats à la primaire de la droite et du centre, il y en a un qui aurait votre préférence? Non, pour le coup, non. Déjà, j'ai du mal véritablement à les différencier. Pas de différence, ils ont le même programme, c'est les mêmes. Je sais pas, ils ont des tactiques, des stratégies de campagne, des stratégies de marketing différentes. Sur le fond, ils se ressemblent entre eux, ils ressemblent à ce qu'on a aujourd'hui au pouvoir. On sait qu'avec eux, demain, on aura le traité transatlantique, le traité avec le Canada, on aura Schengen, renommé Schengen 2 ou pas, peu importe, c'est toujours l'ouverture totale des frontières. On aura des transferts massifs de souveraineté nationale vers l'Union européenne, c'est-à-dire moins d'indépendance, moins de démocratie nationale. Bref, ce sont des programmes de continuité. Je pense que la France n'a pas besoin de continuité. Elle a besoin de se relever. Et pour se relever, elle doit changer radicalement de politique. Sinon, on ne s'en sortira pas. On sait très bien qu'avec les mêmes, ceux qui ont été au pouvoir hier et qui ont déjà mis en place des politiques testées 50 fois, on ne s'en sortira pas. Alors, puisqu'on parle de l'Europe, il y a le CETA qui vient donc d'être adopté au niveau des pays. Maintenant, il faut que chaque Parlement le ratifie. Donc,
donc le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Oui. Il semblerait que c'est un bon traité puisque ça va permettre, on va supprimer les droits de douane et puis surtout les appellations d'origine française seront préservées au Canada. D'abord, je vous donne une information que peut-être nos auditeurs ne savent pas et nos téléspectateurs. Ce traité, une fois qu'il aura été ratifié par le Parlement européen, sera en large partie déjà appliqué dans nos pays, avant même la ratification par les parlements nationaux. Oui, il faudra quand même une ratification des parlements nationaux. Non, mais il sera appliqué avant. Ouais. Je ne sais pas si vous imaginez quand même le système, à quel point on n'est plus dans une ère démocratique. Il sera appliqué avant même la ratification par nos parlements nationaux. Bon, tout cela est quand même extraordinaire. Ensuite, ce qu'il y a dans ce traité, ce qu'il y a dans ce traité, c'est par exemple une multiplication par 10 des importations de bœuf canadien vers nos pays. On passera à peu près de 4 000 tonnes à 45 000 tonnes par an. Évidemment, on ne pourra pas résister puisque le bœuf canadien est produit dans des conditions économiques beaucoup plus favorables que chez nous, peut-être parce qu'on respecte des normes de qualité qui ne sont pas respectées là-bas. Donc il y aura un dumping social terrible pour notre agriculture. Ce sera un abaissement des normes de sécurité alimentaire en même temps. Il y a même philosophiquement un vrai problème, et politiquement, la disparition du principe de précaution. Puisque désormais, pour interdire quelque chose, il faudra une preuve scientifique. C'est l'inverse du principe de précaution. Trouvez-moi une preuve scientifique irréfutable sur les OGM, vous n'en trouverez pas. Donc Et pourtant, nous souhaitons l'interdiction quand même des OGM par précaution. Vous voyez Donc, on voit bien un énorme problème. Or, ce traité-là, on n'en a pas discuté. Nous l'avons toujours combattu. Et on sait aujourd'hui, on va se placer dans l'étape d'après. L'étape d'après, c'est que la seule candidate sérieuse à l'élection présidentielle qui mettra fin à ce traité et qui stoppera immédiatement en même temps son grand frère, c'est-à-dire le TAFTA, c'est-à-dire le traité transatlantique avec les États-Unis, c'est Marine Le Pen. Voilà. Tous les autres, on sait qu'ils signeront, qu'ils ratifieront ce traité. Marine Le Pen, elle ne le fera pas. Et au passage, elle récupérera notre souveraineté commerciale. Il n'est pas question que ce soit une commission de Bruxelles qui négocie les accords commerciaux, les traités commerciaux de la France. Ça doit être au gouvernement français de le faire avec un mandat populaire. On change de sujet, Florian Philippot. La jungle de Calais a été évacuée et le gouvernement dit qu'il va maintenant démanteler le camp qui s'est installé à Stalingrad, à Paris, où il y a 2 ou 3 000 réfugiés. Et il a raison. Vous lui accordez un bon point sur le démantèlement de Calais ? C'est démanteler Calais provisoirement, parce que Calais ou à côté se reformera. Ah, c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent que oui, mais c'est jamais. Sangatte, il y a 15 ans, ils avaient dit également que ça se reformerait jamais. Et c'est Sarkozy à l'époque qui l'avait démantelé, et on a eu Calais ensuite 10 000 personnes. Donc ça se reforme en permanence puisque nous n'avons pas de frontières et que les flux sont grands ouverts vers la France. On disperse Calais dans 450 communes, sans demander l'avis aux populations. Premièrement, je pense que ça n'est pas raisonnable. Deuxièmement, il faut bien faire quelque chose de ces réfugiés qui sont là, qui sont sur le sol français. Oui, mais il faut les reconduire vers leur pays. Et la plupart sont illégalement en France. Demande de droit d'asile, on peut pas. Attendez. Il y a des conventions internationales. Oui, mais moi je suis favorable et nous développons cette idée depuis le départ qu'il doit ces demandes doivent être traitées dans les pays d'origine ou à proximité quand vraiment le pays est en guerre, dans des campements humanitaires gérés par l'ONU, c'est-à-dire au Moyen-Orient, dans la Corne de l'Afrique, mais pas ici. Qu'a-t-on à leur offrir ? Pensez-vous que ce soit un projet humaniste de faire venir des gens, de les parquer dans des camps, dans un pays comme la France qui connaît déjà 10 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs ? Ça n'a rien d'humaniste et surtout on n'a pas demandé leur avis aux Français, ni aux riverains, ni aux commerçants qui travaillent là-bas, rien. Quant à Stalingrad, ce sera la 30e fois depuis, je crois, mi-2015. Une pression incontestable, oui. Oui, la 30e fois depuis mi-2015 qu'on va évacuer un campement à Paris. La 30e fois. Donc en réalité, on voit bien que c'est le tonneau des Danaïdes. Ça ne cesse de se reformer en plus gros, en plus insalubre, en plus insupportable pour tout le monde, y compris pour les riverains et les commerçants qui sont là-bas. Donc je veux dire, au bout d'un moment, soit on se dit on marche sur la tête et on va en permanence créer des camps de plus en plus gros, des mini-jungles, puis des vraies jungles, puis des grosses jungles un peu partout en France, ou alors on retrouve des frontières nationales, on dit stop. Nous sommes à saturation. La France peut toute seule comme ça empêcher l'arrivée de ces immigrés dont 3800 sont morts en Méditerranée depuis 1 an. Mais justement, s'il y a tant de morts en Méditerranée, c'est parce qu'on les incite à traverser la Méditerranée. Peut-être qu'ils sont surtout, ils partent parce qu'il y a la guerre, parce qu'on ne fait rien là-bas. On ferait mieux de travailler tous ensemble au Moyen-Orient pour essayer de reconstruire des États dignes de ce nom, des États sécurisés, d'éradiquer enfin Daesh et l'État islamique. On ne fait pas tout ce qu'on devrait faire contre l'État islamique et
Daesh. Pour cela, il faut qu'on coopère tous ensemble, y compris avec la Syrie, y compris avec la Russie, y compris avec les États-Unis et les puissances européennes. Mais il faut le faire et arrêter de considérer qu'on doit disperser ad vitam aeternam des migrants dans les communes, les villes et les villages de France. C'est sans fin, ça posera d'énormes problèmes économiques, sociaux, d'aménagement du territoire et des problèmes de sécurité. Retour au calme, semble-t-il, progressif, en tout cas dans la police, après les mesures prises par le gouvernement, 250 millions, vous vous en félicitez ? J'ai encore vu des manifestations et je pense que... c'est pas encore tout à fait terminé. Non, c'est pas terminé. Puis de toute façon, structurellement, rien n'est réglé. Il faut reconstituer les effectifs détruits du temps de Sarkozy. C'était 12 500 policiers et gendarmes en moins sous le mandat de Sarkozy. Ils n'ont pas été reconstitués. Et pas simplement avec des adjoints de sécurité et des gendarmes adjoints. Il faut reconstituer des effectifs de postes pérennes. Et ça n'a pas été fait. Et deux, il faut rénover des commissariats qui sont dans un état épouvantable, qui ne sont pas dans un état digne d'une république française de 2016 ou de 2017. Et puis je pense qu'il faut mettre en place cette présomption de légitime défense. Vous voyez ce qui s'est passé à Échirolles, des policiers mis en garde à vue après avoir neutralisé un forcené, un fou furieux, qui avait manifestement des armes. Immédiatement, ce sont les policiers qui ont été mis en accusation, mis en garde à vue, etc. Eh bien, la présomption de légitime défense que nous réclamons depuis longtemps aurait permis d'éviter cette humiliation de la garde à vue. Je crois que c'est ce que nous devons à nos forces de l'ordre, le minimum de ce que nous leur devons. Merci Florian Philippot. Merci à vous. Que vous êtes vice-président du Front National. On se retrouve dans quelques instants avec le flash de Laurence Gontier, la revue de presse de Michel Grossieur, Accord des accords, Luc Ferry ce matin. C'était l'invité politique sur Radio Classique et Paris Première.